Sehr geehrte Frau Generalkonsulin, sehr geehrte Vertreterinnen und Vertreter des Konsularischen Korps, meine sehr verehrten Damen und Herren, Mesdames et Messieurs, ich grüße Sie sehr herzlich aus dem Düsseldorfer Rathaus. Je vous salue chaleureusement de la mairie de Düsseldorf. Es ist mir eine große Freude, Sie zum einen als Oberbürgermeister der nordrhein-westfälischen Landeshauptstadt Düsseldorf begrüßen zu können. Zum anderen habe ich aber auch das Vergnügen, Sie als Schirmherr dieser Veranstaltung an Sie zu wenden. Als die Generalkonsulin Frankreichs in Düsseldorf und die Leiterin des hiesigen Institut Français, Frau Olivia Berkeley-Christmann, diese Aufgabe an mich herangetragen hat, habe ich sie mit Freude angenommen. Denn es gibt mir Gelegenheit, diese gemeinsame Initiative des französischen Generalkonsulats, des Konsulats von Kanada in Düsseldorf, des Schweizerischen Konsulats in Frankfurt, der Vertretung von Ostbelgien, der Föderation Wallonie-Brüssel, der Wallonie in Berlin, des Institut Français in Düsseldorf zu unterstützen. Das tue ich sehr gerne als Oberbürgermeister einer weltoffenen internationalen Stadt, in der Menschen aus rund 180 Ländern der Welt, davon viele mit Französisch als Muttersprache, friedlich zusammenleben. Diese Vielfalt und Internationalität ist kennzeichnend für die Düsseldorfer Stadtgesellschaft. Das offene Miteinander ist eine tragende Säule des kulturellen, gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Lebens in unserer Stadt. Die internationalen Communities, ausländische Unternehmen und Institutionen, die konsularischen Vertretungen, sie alle tragen zu Düsseldorfs Wohlstand, Wachstum und Lebensqualität bei. Daher liegt es mir als Oberbürgermeister, aber auch ganz persönlich am Herzen, das vertrauensvolle, freundschaftliche und konstruktive Miteinander auf vielfältige Weise zu pflegen und zu fördern. So konnte ich beispielsweise im Januar zahlreiche Vertreterinnen und Vertreter des diplomatischen und des konsularischen Korps im Rahmen eines digitalen Neujahrsempfangs begrüßen. Außerdem war es mir eine Ehre, zusammen mit meinem Amtskollegen aus Toulouse den zwischen Düsseldorf und Toulouse bestehenden Kooperationsvertrag fortzuschreiben und damit die Freundschaft zwischen unseren beiden Städten erneut zu bekräftigen. Viele kleine und große Projekte auf unterschiedlichen Ebenen und in verschiedenen Bereichen dokumentieren das gute bilaterale Verhältnis. Das aktuelle Online-Frankophonie-Event zeigt, wie inspirierend der Austausch sein kann. Künstlerinnen und Künstler, Autorinnen und Autoren und andere Akteurinnen und Akteure aus frankophonen Ländern gestalten diesen Abend mit. Sie wollen uns die kulturelle Vielfalt der Frankophonie und die Schönheit der französischen Sprache, die sie als Muttersprache, als Verwaltungs- oder Kultursprache erleben, näher bringen. Darauf bin ich sehr gespannt. Den Initiatoren dieses Projektes danke ich sehr herzlich für ihr Engagement. Im letzten Jahr musste das geplante zweitägige Fest in Düsseldorf zum 50-jährigen Bestehen der internationalen Organisation der Frankophonie Corona-bedingt leider ausfallen. Und auch jetzt kann das Event nur virtuell stattfinden. Doch dass wir zusammenkommen, ist ein wichtiges Signal. Die multilaterale Zusammenarbeit und das Eintreten für gemeinsame demokratische, zwischenmenschliche Werte haben in Pandemiezeiten noch mehr an Bedeutung gewonnen. Ich wünsche der Internationalen Organisation der Frankophonie weiterhin viel Erfolg bei ihrer die Menschen, die Staaten, die Regierungen verbindenden Arbeit und ich wünsche uns heute einen unterhaltsamen Abend, ganz im Zeichen der Frankophonie und im Zeichen von Vielfalt, Respekt und Offenheit. Bonsoir, bonsoir à toutes et tous. So sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, chers partenaires, chers intervenants, mesdames et messieurs. En tant que consul général et directrice de l'Institut français en NRV, et au nom de tous les organisateurs de cette soirée, à savoir l'ambassade du Canada à Berlin, son consulat à Düsseldorf, le consulat général de Suisse à Francfort, ainsi que la représentation économique commerciale de la Wallonie à Cologne et la délégation de la communauté germanophone de la Fédération Wallonie-Bruxelles et de la Wallonie à Berlin.
je me réjouis de vous accueillir ce soir en ligne pour un moment d'échange culturel à l'occasion de la semaine de la francophonie et de la langue française. Alors, comme vous l'avez entendu en allemand par le maire Düsseldorf, après l'annulation de nos festivités l'année dernière en raison de la pandémie, nous sommes vraiment ravis de pouvoir réunir ce soir les auteurs Lisette Lombé depuis la Belgique, Emily Boom depuis la France et Louise Dupré depuis le Canada. Alors, bienvenue et merci d'être parmi nous ce soir. Le groupe suisse Alios agrémentera également cette soirée en musique. Merci également au journaliste David Eiserman d'assurer l'animation de cette soirée depuis Bonn. Alors, la tenue de cet événement en ligne ce soir est emblématique du sujet de notre soirée, connectivité dans la diversité. Comme l'a souligné encore le maire de Düsseldorf, Dr. Stefan Keller, que nous remercions d'avoir accepté d'assurer le patronage de cet événement. Haben Sie vielen Dank, Herr Obe. Il est aujourd'hui important d'encourager les échanges plurilingues, multilatéraux, notamment en français, cette langue que nous partageons tous ce soir, comme plus de 300 millions de personnes à travers le monde. Et je veux parler, bien sûr, de la francophonie. Mais n'oublions pas que la francophonie, c'est aussi un ensemble de 88 États et gouvernements regroupés au sein de l'Organisation internationale de la francophonie, qui s'engage depuis 50 ans pour la promotion de la langue française, du plurilinguisme et de la diversité culturelle, et ainsi contribue à véhiculer des valeurs de paix, d'éducation, de développement durable. Alors, chaque année, la semaine de la langue française et de la francophonie permet de mettre en valeur ces actions, sous l'égide d'une personnalité. Et cette année, c'est l'auteure franco-marocaine Leila Slimani, qui est représentante personnelle du président de la République française pour la francophonie, qui en est la marraine. Mais notons également le lancement cette semaine par notre secrétaire d'État à la francophonie, M. Jean-Baptiste Lemoine, d'un dictionnaire numérique collaboratif pour illustrer et faire vivre la richesse de la langue française à travers le monde. Il s'agit du dictionnaire des francophones. Et pour suivre les nombreuses actions menées autour de la francophonie tout au long de l'année, notamment ici en Allemagne, dans le réseau, je mentionnerai également la création de la récente Maison des francophonies à Berlin. Mais avant de laisser la parole à notre modérateur, à nos invités, je vous laisse découvrir en vidéo, tout de suite, les attraits de la région Wallonie-Bruxelles d'abord, puis les attraits du Canada, qui fut invité d'honneur à la foire de Francfort. Alors, bonne soirée. Voici Londres, Paris et Amsterdam. Et ici, au milieu, voici la Wallonie et Bruxelles. Ici, on parle majoritairement français. Enfin, un peu l'allemand aussi. Le néerlandais, l'anglais, l'espagnol, l'italien, le turc, le russe. Enfin, on y parle un peu de tout, mais principalement français. C'est normal, la Wallonie et Bruxelles ont un jour été françaises. Mais aujourd'hui, ces deux régions sont en Belgique, au cœur de l'Europe, dont Bruxelles est même la capitale. Les Wallons et Bruxellois sont présents au sein des plus grandes instances internationales, comme l'Europe, les Nations Unies ou la francophonie. Via leur programme de coopération, ils sont également présents sur les 5 continents. Ici, il n'y a pas la mer, mais des montagnes et des forêts. Plus petites les montagnes. Encore. Ah, voilà. Nous avons la plus belle place du monde et le plus beau circuit du monde. On y a inventé le spa et le saxophone. Le patrimoine historique de Bruxelles et de la Wallonie est atypique et la vie culturelle rayonnante. Ici, c'est le berceau de la BD. On y tourne plus de 100 films par an. On y produit des centaines de marques de bière, de gaufres, du chocolat et de la haute gastronomie. Les artistes de Wallonie et Bruxelles sont formidables et connus dans le monde entier, car les Wallons et Bruxellois sont ouverts sur le monde aussi. Ils font d'ailleurs partie des personnes qui voyagent le plus sur la planète. Ils sont aussi extrêmement accueillants. Il n'y a qu'à regarder le nombre d'étrangers dans ces universités ou hautes écoles.
La Wallonie est avec Bruxelles la championne européenne de la créativité et l'innovation. 13 000 chercheurs y cherchent et souvent même trouvent. Nous avons 7 prix Nobel. En fait, il y a tout en Wallonie et à Bruxelles. Il ne manque que vous. Wallonie-Bruxelles, un esprit commun d'ouverture. Bon, merci Madame Christmann, Berkeley Christmann. Herzlichen Dank für diese wunderbare Einführung et bonsoir et bienvenue à notre soirée à l'occasion de la semaine de la francophonie. Francophonie, connectivité dans la diversité, c'est le titre de la table ronde avec les auteurs Emily Boom, Lisette Lombé et Louise Dupré. Bienvenue, Lisette Lombé. D'où vous parlez-vous? Moi, je vous parle pour le moment, je suis à Liège, en Belgique. Je suis à une centaine de kilomètres de Bruxelles. Et c'est pas loin d'ici, je suis à Bonn, on est à Düsseldorf. Nous sommes des voisins. Oui, tout à fait. Vous êtes artiste slameuse, afroféministe, et originaire de la Belgique et aussi du Congo. Et on va parler sur votre travail. C'est merveilleux de vous voir ici ce soir et nous aurons le temps de parler bientôt. Du Canada, nous accueillons ce soir Louise Dupré. Elle est poète, romancière et essayiste. Le Canada est le pays invité d'honneur à la foire du livre de Francfort sous le devise singulier pluriel. Louise Dupré fait partie de la délégation canadienne, mais au moment où vous êtes encore en Canada, c'est juste? Je suis à Montréal présentement. À Montréal, non. Oui. Très bien. C'est génial que ça fonctionne comme ça. Nous sommes très heureux d'avoir vous avec nous ce soir. Et nous avons de vous le roman Théo à jamais et votre dernier livre qui a été publié en allemand, Tout comme elle, la traduction allemande par Ursula Matthis-Moser de Tout comme elle est publié par l'édition Lorrain en notre pays. Et bonsoir, et on va parler dans quelques minutes. Je suis très heureux d'accueillir Emily Boom. Vous êtes là? Oui, je suis là. Bonsoir. Merci. Je suis heureux de vous voir. Alors, Emily Boom est romancière et anthropologue de formation. Et bonsoir, chère Emily Boom. Vous êtes à Paris au moment? Je suis à Molles, un petit village à 45 minutes de Paris. Ah, très bien. Comme ça, on a Paris, on a la Belgique, le Canada et la Rhénanie. Alors, moi, je m'appelle David Azerman. Je suis ici à l'invitation de l'Institut français de Düsseldorf et je suis probablement le seul parmi nous ce soir dont le français n'est pas la langue maternelle.
Donc, je dois vous demander d'être patient avec moi. Je vous parle en français très lentement. En même temps, je suis un étranger et je ne suis pas francophone au sens propre. C'est ça ma double perspective sur la francophonie. Comme j'ai travaillé comme traducteur français de l'âne. Je vais vous poser des questions et je vais vous inviter à présenter vos textes et puis on va parler sur votre travail littéraire et sur les questions de la francophonie. Mais si vous êtes d'accord, on va commencer peut-être avec Louise Dupré. Louise Dupré, vous avez envoyé un texte de votre livre, le tableau 9, je crois, et voulez-vous le lire pour nous et peut-être vous pouvez l'expliquer un peu, ça se passe dans le livre. Alors, Tout comme elle est un récit sur la relation entre mère et fille, qui est vue dans le livre à la fois du côté de la mère et du côté de la fille. Alors, parce que je crois que la relation mère-fille est la relation la plus intense qu'on puisse vivre. Et je crois que beaucoup de femmes le diraient. Nous avons toute une mère et plusieurs d'entre nous avons des filles. Alors, sans plus attendre, je vais vous lire un texte de Tout comme elle. Je serai là, à côté d'elle, au moment de son agonie. Je lui tiendrai la main. Mais l'image ne se forme pas dans ma tête. Elle reste une donnée abstraite. Elle n'arrive pas jusqu'à mes yeux. Il y a des images d'elle que je ne vois pas. Ma mère, enfant. Ma mère qui danse jusqu'au petit matin. Ma mère nue devant un homme pour la première fois. Était-ce mon père? C'est son secret. Elle l'emportera dans sa tombe avec ses autres secrets. Elle sera passée près de nous, ses filles, bien cachées sous son masque de mère, et nous n'aurons jamais vu son autre visage. Est-ce que je le regretterai, debout devant son nom, dans le cimetière? Peut-être, peut-être pas. J'irai fleurir sa tombe sans savoir qui est la femme que j'aurais appelée maman. Merci Louise Dupré. C'était de votre livre Tout comme elle. Et on va parler de votre livre tout de suite. Et maintenant, je voudrais inviter Lisette Lombé, si vous m'avez envoyé un texte que vous avez écrit pour la radio, en Belgique peut-être. Tout à fait. C'est un texte qui s'appelle Poésie. Alors, poétesse, oui, poétesse, redis-nous avec fierté d'où tu viens. Redis-nous que tu as grandi à la cité et que personne ne devrait avoir honte d'avoir grandi à la cité. Redis-nous, poétesse, redis-nous comment les sacrifices des parents et comment les livres empruntés à la bibliothèque peuvent sauver quelques adolescences du mépris de classe. Redis que ces langues de feu contre langues de bois, souffle de la rue contre le chaud et le froid. Redis, poétesse, redis que nous ne sommes pas là pour planquer les injustices derrière des arcs-en-ciel, que nous ne sommes pas là pour passer la brosse à reluire sur ce qui brille déjà. Redis que nous ne sommes pas obligés de porter des marinières proprettes pour pouvoir parler
d'éternité et que nous ne sommes pas obligés de chier des alexandrins pour être édités. Nous sommes de tous bords, de tout vent, de la fosse et de la fange. Nos larmes ne s'étudient pas au conservatoire. Nos rires sont gras, nos manières excessives. Redis, poétesse, redis, bouche, sexe, sueur, bouche, sexe, sueur, juste pour le plaisir. Et aussi parce que dans d'autres pays, tu valserais au trou pour 100 fois moins que cela. Redis aussi poésie, poésie, redis poésie. Chaque fois qu'un ouragan arrache le toit d'une baraque pour le planter dans la poitrine d'une femme, redis poésie. Chaque fois que des plus jeunes que toi s'effondrent, redis poésie. Pour chaque jeté par-dessus bord, pour chaque lancé dans les orties, pour chaque rangé dans le placard, redis poésie, poésie, poésie. Et cramponne-toi à l'humanité qui ne renonce en personne. Et même quand la poésie ne pourra absolument rien pour apaiser le premier chagrin d'amour de ton fils, absolument rien, pour l'extirper de son petit scaphandre de tristesse. Redis poésie, oui poétesse, redis poésie, 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 même ce jour-là, surtout ce jour-là. Alors, c'était pour moi, qui travaille pour la radio en Allemagne, c'était un texte très, très fort radiophone, comme nous disons. Et merci à Lisette Lombé. Votre poème sont apparus dans ce pays sur le site Lyricline en allemand. Et là, on peut aussi écouter votre voix, votre présentation de votre poème. Alors, Emily Boom, s'il vous plaît. D'accord, je vais vous lire le poème qui clôture mon dernier livre. Le livre s'appelle « Les jours viennent et passent ». Il sera traduit par les éditions Peter Hammer en Allemagne et il sortira en août. Je vais vous lire le poème qui le clôture. Donc, c'est deux jeunes gens qui se parlent après moult péripéties. J'attendrai, puisqu'il le faut, puisque tu me le demandes. La peur au ventre, j'attendrai, car je ne crois plus aux promesses de l'avenir. Tu l'as bien vu, le temps qui passe ne nous appartient pas. En battement de cils, à peine une absence et ta famille s'écroule, des amis meurent, le sol se dérobe sous tes pieds. Ta vie s'effrite entre tes doigts sans que tu n'y puisses rien changer. J'attendrai quand je voudrais ne jamais te quitter des yeux, te garder près de moi. J'attendrai quand je voudrais veiller sur ton sommeil et m'assurer à chaque minute, à chaque seconde des battements de ton cœur. J'attendrai quand je voudrais nous garder sous cloche pour nous protéger de la furie du monde. J'attendrai, car ce n'est pas le regard qui crée la beauté. La beauté est la beauté. En cela, elle attire le regard. Tu es la beauté et moi le regard ébloui, foudroyé. J'attendrai, mais je voudrais te dire que nous ne serons plus jamais aussi libres, aussi forts qu'en cet instant fragile et souverain. Que ce qui n'est pas aujourd'hui est perdu pour toujours, car la folie guette et la mort rôde. Que c'est maintenant, là, tout affaire cessante, qu'il faudrait s'aimer. Mais j'attendrai puisqu'il le faut, puisque tu me le demandes. Merci, Emily Boom. Et pour moi, les trois textes s'occupent des femmes. Et une question qui nous occupe est s'il y a une idée de la femme francophone qui peut-être traverse les frontières de la francophonie. Que pensez-vous? Je crois que le courant féministe depuis les années 70, 80 et avec la résurgence du féminisme actuel favorise justement le rapport entre les femmes de différents pays. Et bien sûr, les femmes francophones, puisque nous parlons la même langue et que nous pouvons échanger, lire les livres les unes des autres, la littérature voyage et la littérature des femmes voyage. J'ai beaucoup aimé entendre Emily Boom, Lisette Lombé et
nous avons toutes les trois des tonalités différentes, des textes différents, mais on rencontre une sorte, je dirais, une sorte d'accent commun qui est l'accent féminin. Et j'étais très interpellée par vos textes. Alors, merci beaucoup. Ah, merci à Louise Dupré. Lisette Lombé. Oui, peut-être les femmes voyagent, mais ça dépend quelles femmes. Pour voyager, il faut peut-être que parfois les mots et le confinement nous l'a montré, voyagent peut-être plus que les corps. Il y a des corps qui voyagent plus que d'autres. C'est une question de privilège, c'est une question de pays de départ, c'est une question d'avoir les bons papiers, c'est une question parfois d'âge, parfois de culture. Donc oui, moi je fais partie des femmes qui voyagent, des familles qui voyagent, des familles qui sont ouvertes au voyage et des familles où les parents souhaitent aux enfants aussi de voyager par-delà les mondes et d'avoir un nid douillet, de revenir à ce nid douillet. Mais je pense que c'est un grand luxe. Merci Lisette Lombé. Si vous voulez, Emily Boom. Oui, je pense que ce que nous avons en commun, c'est une forme de culture, en fait. La culture française est très riche et elle s'est disséminée partout. La France est passée d'une façon ou d'une autre, dont nous avons, je pense, une sorte de background culturel, littéraire, qui, quel que soit l'endroit où nous avons grandi en tant que francophones, nous a quelque part constitués. Après, effectivement, nous sommes peut-être femmes différemment. C'est des choses qui nous réunissent, mais tant d'autres choses nous distinguent les unes des autres. Effectivement, certains corps ont la possibilité de voyager, ont le privilège de voyager d'autre part. Certaines femmes ont accès à une forme d'éducation d'autre part. Le féminisme est conçu, et même la féminité est conçue différemment de par le monde. Et nous sommes riches de ça. Et nous sommes à la fois riches de ça et à la fois pauvres aussi, finalement, de ce que nous n'avons pas su partager. La francophonie, c'est ça aussi, c'est cette espèce de différence de perception en fonction de l'endroit où on est, en fonction de l'histoire qu'on partage avec la France et la langue française. Merci pour cette réponse ou position. Nous avons ici chez nous la tradition que dans la littérature que la langue allemande est c'est la langue qui est la patrie des écrivains et pas le passeport national. On peut comparer ça à la situation dans la francophonie. Je vais me permettre de répondre. Je comprends ce que vous dites en tant qu'écrivain allemand, de dire la langue, nous habitons la langue et pas le lieu. Mais en même temps, d'une certaine façon, c'est important quand le lieu n'est pas un problème, quand le lieu ne vous empêche pas, quand le lieu n'est pas une barrière, alors on peut simplement habiter la langue. Et quand cette langue-là est votre langue sur plusieurs générations et qu'elle vous est arrivée d'une façon finalement relativement fluide, alors on peut habiter la langue. On peut ne pas interroger le fait d'habiter la langue. En fonction de la façon dont on a rencontré une langue, s'exprimer dans cette langue peut aussi s'interroger. Et c'est ce que je disais tout à l'heure par rapport à comment est-ce qu'on arrive au français, comment est-ce qu'on épouse le français, quelle histoire partageons-nous avec cette langue, comment l'aimons-nous, quelle est la couleur de cette relation. Alors, la langue et la terre peuvent se confronter et s'interroger. Merci, Emily Boom. Cette question, j'ai posée parce que en allemand, l'exil a joué un rôle important dans le XXe siècle et aujourd'hui, dans le monde entier, nous avons la migration. Des gens changent des pays, mais la langue produit des nouveaux écrivaines. Nous avons des écrivaines en Allemagne, originaires de l'Est de l'Europe. Elles écrivent en allemand, par exemple. Et en français aussi, c'est mon impression,
J'avais l'occasion de travailler pour l'Institut français de Düsseldorf avec une écrivaine de Paris d'origine iranienne, que aussi la langue française a une force d'unir les écrivains et les artistes de tous les pays. C'était ça mon intérêt à comparer la question de l'exil à la migration d'aujourd'hui. Que pensez-vous, Lisette Lombé? En tout cas, sur ce point-là, je suis d'accord avec ce qu'Emily a dit, évidemment. Mais c'est vrai que sur ce point-là, spécifiquement, si je regarde l'aspect positif, du coup, de ce qui est dit là, c'est que moi, quand je me déplace, je fais partie de la famille des slameurs et des slameuses, donc de la poésie orale qu'on partage en micro ouvert, en scène ouverte. Je sens à chaque fois quand on change de pays, même si les situations politiques sont très difficiles, comme le slam est une poésie souvent engagée, qu'elle est portée par des personnes qui réfléchissent en tout cas et qui transposent dans leur texte les réalités politiques du pays. On a l'impression d'être dans une famille, dans une communauté de langue, au Sénégal, en Acadie, les réalités au Congo, les réalités sont très différentes, mais tout d'un coup, on a une espèce de porte d'entrée immédiate. On se pose, on écoute, on entend des réalités très différentes, mais on est quand même connecté voilà, par cette langue. Et ça, c'est la beauté. On peut interroger, mais aussi on peut savourer à certains moments aussi dans ces voyages-là. On peut aussi savourer cette espèce de connexion qu'on a et d'accès aussi au ressenti des gens grâce au partage de cette même langue. Merci, Lisette Lombé. Louise Dupré, je vais vous demander une question sur des traductions. Ici, en Rhénanie du Nord-Westphalie, nous nous concentrons sur la tradition littéraire. Nous avons un propre programme d'études universitaires ici sur la tradition littéraire. Nous avons le Collège européen des traducteurs, où les traducteurs du monde entier vivent en tant que boursiers. Ensuite, il y a la foire du livre à Francfort. Vous faites partie de la délégation officielle. Les traductions sont très importantes, jouent un rôle important dans ce pays, ici en Allemagne. Sur le marché du livre allemand, quel rôle jouent les traductions pour vous? Si vous permettez, je vais simplement compléter ce qu'ont dit Lisette Lombé et Emily Boom, et puis ensuite je vais raccrocher avec la traduction, parce que je voudrais simplement ajouter quelque chose, c'est que comme francophone qui vit en Amérique, au Québec, au Canada et en Amérique du Nord, pour nous, la francophonie est très importante, parce qu'on est minoritaire en Amérique du Nord, qu'on veut protéger le français, on veut continuer à le parler dans 2, 3 ou 4 générations. Et je suis très sensible à ce que disait Lisette Lombé sur le fait d'être connecté par la langue. Alors, voilà, donc je tenais simplement à faire cette remarque-là avant de passer à votre question, mais il y a quand même un lien entre les deux, au sens où on est francophone, mais on vit aussi dans un monde plurilingue où les langues sont multiples, où on a de plus en plus de chances d'être avec d'autres écrivains. Et malheureusement, on ne peut pas parler toutes les langues. Moi, je me dis que si on me demandait de faire un vœu et qu'un génie puisse me l'accorder, alors je dirais que je voudrais parler 20 langues. Ce n'est pas possible, donc j'ai besoin de traduction pour connaître des écrivains et des écrivaines d'ailleurs. Et la traduction est une richesse et elle devient de plus en plus importante actuellement. Alors, la traduction est importante. Pour moi, le fait d'être traduite en allemand, c'est un grand cadeau. Alors, et je remercie beaucoup Ursula Matisse-Moser d'avoir traduit tout comme elle.
Ça me donne, ça me permet d'être ici ce soir avec vous, de vous rencontrer. Ça me permet d'être connectée, pas par la langue française entre nous, mais aussi à cause d'une autre langue, qui est la langue allemande. Ah, c'est merveilleux. Merci, Louise Dupré. Vous travaillez avec votre traductrice? Oui, je trouve très important. Moi-même, je suis littéraire. J'adore le travail des mots, évidemment. Ursula Matisse-Moser est une littéraire aussi. On a des discussions passionnantes. Et évidemment, cet amour de la langue, l'amour de la langue, quand on a l'amour de sa langue, on a l'amour d'autres langues. Et pour moi, d'autant plus, pour moi, l'allemand est une découverte parce que j'ai un arrière-grand-père qui était allemand et je ne parle pas allemand, mais j'ai l'impression de retourner d'une certaine façon à mes racines. Alors, c'est extraordinaire que les langues puissent se rencontrer. Et je trouve que c'est un grand cadeau de la vie de pouvoir être traduite en allemand. Merci, Louise Dupré. Les grands-pères allemands, ils sont partout. Ils sont venus au Canada. Merci. Une question pour Lisette Lambé et Emily Boom. Si j'ai compris bien ce que Louise Dupré a dit, vous vous sentez peut-être plus susceptible d'être des écrivaines francophones que d'une écrivaine d'une certaine origine nationale, camerounaise ou québécoise ou congolaise. J'ai bien compris ou c'est exagéré? Moi, je peux répondre facilement puisque je suis née en Belgique, je suis née à Namur, mon père est congolais, ma mère est belge. J'ai vécu toute ma vie en Belgique, donc je ne pourrais pas prétendre… moi, ce que je dis souvent, c'est que le Congo est tatoué sur mon visage. C'est une altérité qui me précède dans le pays dans lequel je vis, mais ce n'est pas un Congo de… C'est le Congo de mon père, en fait, qui est tatoué sur mon visage. Donc, moi, je parle de là où je suis, de là où je vis, de là où j'ai grandi. Et on peut dire de moi que je suis une écrivaine belge. Parfois, on dit belgo-congolaise, belge d'origine congolaise. Ça dépend des endroits où on m'invite et ce qu'on veut mettre en évidence. Mais voilà, je suis une femme métisse, mais ayant grandi en Belgique. Merci, Lisette Lambé. Emily Boom. Je trouve très intéressant que toutes les expériences qu'on a, que ce soit ce que Louise dit ou Lisette, parce qu'il se trouve que moi, je suis née, j'ai grandi au Cameroun, j'y ai passé, j'ai fait toutes mes études, j'y ai de la famille, j'ai énormément de connexions et j'y retourne souvent. Et je crois que ça influence à la fois mon écriture et à la fois mon regard sur le monde, à la fois le fait de parler d'où on est, de l'endroit où on est. Parce que la question finalement, c'est d'où tu parles, qu'est-ce que l'endroit d'où tu es te permet de parler. Et moi, je suis comme ça, comme une voyageuse, simplement, je viens d'un endroit précis. Et il n'empêche que j'affirme que le français est ma langue, parce que c'est la langue dans laquelle je pense, je conceptualise. J'ai plusieurs autres langues, et celle-là est ma langue autant que les autres. Et la question ne se pose pas. Et quand je suis présentée, je suis souvent présentée comme franco-camerounaise, ça me va très bien. Je suis souvent aussi présentée comme camerounaise, ça me va tout aussi bien. Et même de temps en temps, on dit écrivaine française, ça me va aussi. Je veux dire, toutes ces identités sont relativement fluides pour moi. La langue le permet, mais aussi, comme je le disais tout à l'heure, la culture et aussi le fait que je sais d'où je parle d'une certaine façon. Ça, par contre, ça ne change pas beaucoup. Merci. Et vous parlez du Cameroun. Il y a une histoire de la littérature francophone camerounaise.
est-ce qu'il y a une connexion pour vous? Ça vous intéresse ou ça vous influence? Ah oui, ça m'intéresse énormément. Il y a une vraie histoire de la littérature francophone camerounaise. Il y a des auteurs depuis les années 50, 60 qui se sont énormément engagés et qui continuent d'influencer les auteurs d'aujourd'hui. Évidemment, je les connais et je les ai lus avec beaucoup d'intérêt, eux et d'autres, si vous voulez. Et la chance que j'ai eue en grandissant au Cameroun, c'est que j'avais à la fois la richesse culturelle de cet endroit-là et aussi le monde, en fait, qui venait vers moi. Donc, voilà, c'est peut-être une forme de force aussi d'avoir grandi dans un endroit où on n'était pas minoritaire, où certaines choses vous concernant ne sont pas interrogées. Donc, d'une certaine façon, vous êtes d'une société avec des personnes qui vous ressemblent, que vous aimez, à qui vous voulez ressembler, etc. Alors, quand vous sortez dans le monde, eh bien, vous êtes fort de ça. Vous êtes fait d'une certaine manière. Voilà. Une question pour vous, Emily Boom, et pour Lisette Lombé et aussi pour Louise Dupré. À quoi ressemble votre public ou quel public atteignez-vous? Vous voulez commencer ou... Moi, je veux bien commencer. Merci. C'est parce que c'est notre rencontre de ce soir, cette journée particulière, je trouve qu'elle représente bien les publics en fait, qui entendent mes textes. Ce matin, j'étais en direct avec une école, hier, j'étais en direct avec une école à Nîmes, avec des jeunes étudiants. À Nîmes, en France. Oui, en France, école dite de la seconde chance. Donc, ce sont des personnes qui se relancent, qui sont dans un parcours de réinsertion. Et donc, ça ressemble, comme ce grand écart-là, ça ressemble à mon public. J'ai des livres qui sont lus dans certains endroits, mais mes textes, je les porte aussi avec mon corps sur scène parce que je suis slameuse. Donc, je peux dire mes textes dans des écoles. Je travaille beaucoup avec le tissu associatif, comme je peux être sur scène avec des gens qui aiment la poésie. C'est des lieux différents, mais le fil rouge, c'est quand même cet amour. Ce sont les personnes qui entendent les textes. Il y a un fil rouge pour cette poésie sociale. Ah, merci. Louise Dupré, y a-t-il un public francophone ou plusieurs? Je crois qu'il y a plusieurs publics francophones. Au Québec et au Canada français, il y a aussi plusieurs publics. Il doit y avoir plusieurs publics allemands aussi. Et qui est-ce qu'on rencontre? Je pense qu'on ne le sait jamais, finalement. Et les cadeaux qu'on a, c'est quand quelqu'un qu'on ne s'attend pas qu'il nous ait lu, nous dise « J'ai lu votre roman » ou « J'ai lu votre recueil de poésie » et c'est toujours une sorte d'éblouissement parce qu'on n'écrivait pas pour cette personne-là et on se rend compte que cette personne-là a découvert quelque chose dans ce qu'on a écrit. Et je serais très embêtée de vous répondre. Je dirais peut-être que le public auquel je m'attends, ou les lecteurs auxquels je m'attends sont des lectrices. Peut-être parce qu'en Amérique du Nord, le lecteur est surtout une lectrice. Alors, les femmes lisent davantage que les hommes, mais il y a beaucoup d'hommes aussi qui lisent des textes de femmes, et de plus en plus, et c'est très heureux. C'est comme ça en Allemagne aussi. Alors, Emily Boom, quelles sont les possibilités pour vous de travailler ensemble comme écrivaine ou artiste ou, comment on dit en allemand, critique déjà critique de la critique des académiciens dans la francophonie mondiale aujourd'hui avec
les nouvelles possibilités technologiques, l'Internet, email, Zoom, Je ne suis pas sûre d'avoir compris la question. les possibilités qu'on a aujourd'hui, le Zoom, Oui. email, non, vous avez un mot français pour ça. C'est courriel, oui. Le numérique, hein. Enfin, L'Internet. Ouais. D'accord. En Écoutez, effet, pour votre travail comme écrivaine? oui, enfin, en tout cas pour mettre en avant mon travail, certainement. On vit une période très compliquée. En temps normal, pendant cette période, on a les festivals, on a les salons du livre, on a toutes les tournées que les écrivains font quand ils ont pour parler de leurs livres. Et bon, cette année, comme l'année dernière, on n'a pas fait ça, tout a été annulé et s'est mis en place ces rencontres virtuelles. Et du coup, on a accès à des mondes voilà, lointains de chez soi. C'est très étrange de se demander finalement qui sont ces personnes. En général, on les a en face de nous. Et là, on les devine derrière leurs écrans en train de nous parler. J'ai vécu une expérience assez étrange hier. J'étais à l'Institut français de Stuttgart pour le coup, où ils lisaient des passages dans de mes livres traduits en allemand. Et c'est très étrange d'entendre votre livre lu dans une langue que vous ne comprenez pas. Ça fait très drôle. C'est frappant. Bon. Et je me suis dit, oui, c'est ça aussi, c'est ce qu'il y a de magnifique dans la littérature. Parce que tout d'un coup, les frontières sont abolies. Tout d'un coup, quand le livre arrive et qu'on peut l'avoir entre ses mains, les frontières sont... C'est comme s'il n'y avait pas de frontières, qu'on se rencontrait d'âme à âme. Les Allemands qui vont lire mon livre, ils vont penser que je l'ai écrit en allemand, peut-être. Merci au magnifique travail de traducteurs, qui sont pour moi des romanciers comme les autres, en fait, puisque littéralement, ils recréent quelque chose sur la base de ce qu'on leur donne. Et quelque chose qui ne nous appartient absolument pas. Je suis incapable de vérifier que ce qui se dit là, je fais confiance. Par définition, je fais confiance. Et c'est ça aussi, c'est typiquement la littérature. Quand un lecteur reçoit votre livre, il y a ce que vous avez écrit, comment ça le rencontre, comment il le traduit en sa langue intime. Et ça, voilà, ça appartient au lecteur. Merci. Comme ça, vous avez mis votre traductrice allemande à Stuttgart, peut-être. Oui, je la remercie infiniment, évidemment. Comme traducteur, c'est beaucoup plus facile aujourd'hui. Si j'ai une question, je peux vous écrire, téléphoner, faire une conférence vidéo comme ça. Autrefois, c'était tellement difficile. On ne s'est jamais vu. Oui, c'est... Jamais parlé. Alors, ressentez-vous l'influence ou aussi la pression de la littérature anglophone dans votre travail? J'ai l'impression que Lisette Lombé, elle travaille avec l'influence de slam et je ne sais pas si on dit ça en français, productif, on dit en allemand. Alors, mais généralement, l'influence de la littérature anglophone, pour vous, c'est une inspiration ou plutôt un danger même? Ça dépend, ça dépend. Ça dépend à quels endroits, ça dépend comment. Après, moi, j'ai tendance à ne pas voir ça. Je suis pas, voilà, je vis pas au Canada. J'ai senti quand je suis partie aussi en festival en Acadie, j'ai senti ça très fort, ce que c'était
d'avoir sa langue comme ça bousculée, d'avoir ce territoire qui se rétrécit et d'avoir besoin de le défendre. Moi, dans mon travail, je ne me sens pas du tout à cet endroit-là. C'est plutôt une source d'inspiration. Les pays anglophones sont plus loin sur la question du spoken word, sur la question de cette poésie orale, sur la question aussi dans les cursus, la place de la poésie dans les cursus, les groupes de lecture, il y a plein de choses qu'on n'a pas ou en tout cas, je parle de la Belgique, on est beaucoup plus loin à cet endroit-là de comment la poésie est dans la société, dans les cursus, etc. Donc c'est plutôt une influence dans le sens positif. Quand on voit les personnes qui sont en spoken word, quand on voit la volubilité, quand on voit le rythme, Oui. C'est plutôt inspirant de toute cette oralité, de voir comment aussi on peut secouer cette langue et comment on peut se défaire de quelque chose de plus convenu qui est lié à l'écriture, qui est lié à la poésie un peu sacralisée, à la française. Quand on regarde là-bas, il y a peut-être moyen de délier, de tirer vers l'oral. Merci Lisette Lambé. C'est vous qui travaillez avec la tradition anglophone de Slam en langue française. Alors, il est 7h54 et je sais qu'à 7h55, on va voir un autre vidéo de nos amis de Suisse romande. Maintenant, Mathilde est à ma côté. Oui, merci beaucoup David Eiserman pour votre ponctualité, effectivement pour ces vidéos, mais on peut continuer la discussion donc avec les questions qui sont arrivées dans le chat. La première question est comment vous est venu l'amour d'écrire? Peut-être, je ne sais pas laquelle de vous préfère veut répondre en premier. Si vous voulez. Je peux répondre si vous voulez. Ah oui, Louise Dupré. Alors, ça me vient de mon grand-père. Semble-t-il qu'il me lisait des livres alors que j'étais bébé. Alors, ça devait être très agréable d'être assise sur lui et de le voir, d'entendre sa voix. Et ça m'est resté. Ça m'est resté. La littérature chez nous a toujours été importante. Non pas que je vienne d'une famille privilégiée. Mon père était ouvrier, mais la littérature était là. Elle était une donnée qui pouvait changer les choses. Et j'ai gardé cet amour-là des livres que j'ai connu enfant. Merci à Louise Dupré. Comment vous est venu l'amour d'écrire? C'est peut-être une question que Emily Boom et Lisette Lambé peuvent aussi répondre. Alors, comment m'est venu l'amour de l'écriture? Je pense que ça m'est venu par la littérature. Ça m'est venu par les livres.
parce que d'aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours adoré lire. Et ça m'a offert enfin, ça m'a permis de partir ailleurs, de m'évader. J'ai toujours eu cette curiosité des mots. Et donc, tout naturellement, j'ai écrit. Je suis toujours un peu surprise quand on dit que la lecture est un, est un passe-temps de privilégié ou intellectuel. Pour moi, ça n'a jamais été ça. C'était simplement des chemins qui m'étaient offerts comme ça pour sortir de l'endroit où j'étais, pour bouger, pour voyager sans bouger, pour m'évader. Et c'est venu de là. J'ai tellement lu que tout naturellement, j'ai écrit. C'était lié. Merci, Emily Boom. Lisette Lombé. Ben moi, j'ai l'impression que c'est un peu la même chose qu'Emily, c'est que avec mes parents, on vivait, mais aussi un peu la même chose que Louise. Donc, c'est-à-dire que nous, on vivait dans un tout petit appartement avec énormément de livres à notre disposition. J'ai des souvenirs voilà, de lecture très jeune, d'aller-retour avec la bibliothèque. Beaucoup de livres, pas forcément achetés, mais aussi loués dans les bibliothèques. Et puis, on m'a offert une machine à écrire. Je sais pas, vers l'âge de 8-9 ans. Et j'ai donc des visions de moi assez voilà, tapotant sur cette machine sans être écrasée par des grands noms ou me sentir à l'ombre de grands noms. Donc, c'est vraiment la joie d'écrire ses propres histoires sans se poser la question du beau, sans se poser ces questions-là. J'ai des souvenirs comme ça très joyeux et dont un livre en Belgique, on a cette fête des cloches de Pâques au moment du mois d'avril où les cloches de Pâques amènent des cadeaux aux enfants. Et je me souviens d'un de ces cadeaux, c'était un livre de la comtesse de Ségur que mon père m'a offert. Et moi, je voulais une poupée, je voulais pas ça, mais il avait mis une dédicace dedans qui disait « Puisse ce livre être le premier d'une très longue série ». Je pense qu'il m'a fait un super cadeau sans le savoir, même si ce jour-là, je n'avais pas mesuré la richesse du cadeau, en fait. Merci à Lisette Lombé. Alors, il y a plusieurs questions. Peut-être la prochaine question à Louise Dupré. Quel est votre livre dont vous êtes le plus fier? Oh là là! C'est une question de monsieur Anton Scholten. Très difficile. Ce serait comme demander à une mère de quel enfant vous êtes le plus fier. Est-ce qu'elle oserait répondre? Alors, je ne peux pas répondre à cette question-là, mais j'avoue que j'aime beaucoup Tout comme elle parce que ce livre-là traite d'une question viscérale pour une femme, la relation qu'elle a avec sa propre mère et la difficulté de se séparer de sa mère pour devenir un individu à part entière. Alors, si je pensais à tous mes livres, je dirais celui-là, mais mon petit dernier, comme on dit, mon dernier livre, c'est Théo à jamais. Donc, j'ai un petit faible aussi pour Théo à jamais, qui raconte l'histoire d'une maternité aussi, mais vue du point de vue d'une belle-mère, d'une femme qui n'a pas élevé cet enfant-là. Merci à Louise Dupré pour cette réponse. Emily Boom. Oui, effectivement, c'est une question qui est toujours difficile. On me la pose souvent cette question, et je suis toujours très hésitante sur la réponse, elle n'est pas évidente. J'ai une relation très, très passionnelle avec mes livres pendant que je les écris. Je les aime de tout mon cœur au moment où je les écris. Et à un moment, j'ai fini cette discussion, cette conversation, d'être habitée par tous ces personnages. Et à ce moment-là, je les laisse, je ne les préfère plus. Donc, je ne peux pas vous dire, quand je les écris, ils sont tout. Celui que j'écris est plus important, ce que j'ai écrit est tellement plus important que ce que je n'ai pas encore écrit. Mais au moment où j'ai terminé, voilà, ils partent, quoi. Je les préfère, je les aime toujours, mais je ne les préfère plus. Merci, Emily Boom. Lisette Lombé. Ben, moi, j'ai quand même l'impression que c'est
C'est peut-être le premier, parce que le premier, je ne suis pas encore dans le littéraire, je ne suis pas encore dans la poésie, c'est un truc vraiment infralittéraire, c'est un cri, presque quelque chose pour sortir, et quelque chose qui a servi aux gens, en fait, c'est la magie du burn-out. Il y a du texte poétique dedans, il y a des invitations écrites, à des collages, mais il a servi, en tout cas là en Belgique francophone, il a servi à des personnes, et je parle de la communauté par exemple congolaise, je parle des personnes racisées, un endroit où la question du burn-out, de l'épuisement professionnel pouvait être encore tabou. Et donc ce livre, il est important pour ça parce qu'il m'a permis de rencontrer, il a permis à des gens aussi de mettre des mots à l'intérieur de notre communauté aussi sur ce que les personnes étaient en train de vivre. Merci à Lisette Lombé. Encore la question prochaine, une question à vous tous, une question de Tom Tyle. Avez-vous, Louise Dupré, avez-vous un livre qui vous a inspiré? Beaucoup de livres m'ont inspiré, beaucoup de livres continuent à m'inspirer, mais si j'avais un livre québécois à suggérer, un livre qui m'a beaucoup inspiré, c'est le livre Kamouraska d'Anne Hébert, un très, très grand roman. Et c'est un livre que je lis, que je relis et dont je sors toujours éblouie à chaque lecture. Anne Hébert, Kamouraska. Anne Hébert, une écrivaine québécoise très connue, même en Allemagne. Merci, Louise Dupré. Alors, Emily Boom, avez-vous un livre qui vous a inspiré? Je vais raconter une petite anecdote parce que c'est toujours ça qui me revient. Comme j'ai dit, j'aimais beaucoup lire et en classe de seconde, j'avais un cours de physique. Je n'aimais pas du tout la physique. Donc, j'avais un roman et je lisais comme ça en dessous de ma table pendant que le prof faisait son cours. Et j'ai un professeur, ma prof d'anglais, qui descendait l'escalier et qui m'a vue en contrebas en train de lire. Je ne l'ai pas senti arriver. Évidemment, je me suis débarrassée du livre, je l'ai jeté sur la table. Enfin bref, je me suis fait punir. Et quand elle m'a convoquée dans son bureau, elle m'a dit, si tu veux lire, essaye-toi à la vraie littérature. Et elle m'a donné le Beloved de Toni Morrison. Et ça m'a profondément bouleversée. Je crois que, voilà, ce livre-là, pour moi, c'est... s'il y a un livre qui a vraiment compté, qui compte, pour moi, c'est celui-là. Merci, merci à vous. Alors, Lisette Lombé, avez-vous un livre qui vous a inspiré? Oui, il n'y a pas longtemps, on m'a reposé cette question et je l'ai relue. C'est L'art de transgresser de Bell Hooks, parce que en fait, les livres qui viennent nous frapper comme ça, qui viennent ouvrir des brèches, c'est comme si c'était le bon moment pour le lire. C'est comme si ça mettait des mots sur ce qu'on était, comme si ça nous précédait, que ça disait des choses sur ce qu'on est amené à vivre ou des réponses. Et voilà, là, cette interrogation du plutôt, c'est plutôt un essai, mais cette interrogation sur tout cet aspect pédagogique aussi. C'est quoi être enseignant aujourd'hui? C'est quoi être là, debout, vivant, dans une classe? Voilà, c'est quelque chose qui m'a bouleversée récemment. Merci, merci à Lisette Lombé. Alors, Louise Dupré, une autre question. Quel était le plus beau moment de votre carrière littéraire? C'est la question de Madame Paula Heidbrink. Je pense que le plus beau moment de ma carrière, enfin de mon parcours, c'est quand, au Salon du Livre de Montréal, une petite fille de 12 ans est allée acheter un de mes recueils de poésie. Ses parents lui avaient donné de l'argent pour acheter un livre. Elle a fait tout le Salon du Livre et puis elle est venue acheter ce livre-là qui n'était pas un livre pour enfants, mais qui était un recueil de poésie pour adultes. Alors, j'étais vraiment étonnée, j'étais surprise et je me suis dit que
on n'écrit pas pour qui on pense. Et ça répond un peu aussi à la question que vous m'avez posée tout à l'heure. Il y a parfois de très belles surprises comme celle-là, où ce qu'on écrit rencontre une autre subjectivité. Ça peut être quelqu'un d'un autre pays, d'une autre culture, d'un autre âge, d'une autre classe. Et c'est ça qui est extraordinaire dans l'écriture. C'est une bouteille jetée à la mer. Merci, Louise Dupré. Emily Boom, quel était le plus beau moment de votre carrière littéraire? Nom de Madame Paula Heitbrink. Un souvenir qui me revient, je venais de sortir pas mon dernier livre, celui d'avant, qui s'appelle Les Maquisards, et où il était question dans ce roman de la guerre d'indépendance au Cameroun et de l'implication des uns et des autres pour la libération de ce pays. Et un jour, j'étais chez moi et il y a mon père qui m'appelle du Cameroun et il me dit, écoute, il y a quelqu'un qui souhaite te parler. En fait, il y a un monsieur d'un certain âge qui avait entre 75 et 80 ans, qui a lu le livre. Il ne me connaissait pas. Il a cherché la maison de mes parents. Il est venu sonner à 20h avec mon livre à main. Évidemment, mes parents, si tu viens sonner à 20h et que tu as mon livre à main, ils vont t'ouvrir. C'est un laissez-passer. Donc, il a sonné, il entrait, il a dit, est-ce que vous êtes bien, les parents de Emily? Est-ce que je peux lui parler? Je ne sais pas comment la joindre. Et il a expliqué à mon père m'a appelé pour me dire, voilà la situation, est-ce que tu as envie de parler à ce monsieur? Bien sûr. Et il m'a dit, écoutez, je viens de terminer votre livre, je voulais vous remercier parce que j'ai cru que j'allais mourir sans que mon histoire ne soit racontée. Et c'est vraiment la plus belle chose qui me soit arrivée en tant qu'écrivain, vraiment. Merci beaucoup, Emily Boom. Lisette Lombé, quel était le plus beau moment de votre carrière littéraire? Question de Madame Paula. Moi, j'en ai plein, ils sont très immédiats parce que comme on est de la scène aussi, c'est peut-être les alpha oméga. C'est la première fois que je suis montée sur scène, j'ai dit un texte en reprenant un petit extrait du discours de Patrice Lumumba et j'avais prévu que ce texte soit participatif, donc je disais qui oubliera, j'avais invité le public à dire pas nous. Mais j'avais répété ce texte avec une collègue, donc je l'avais répété avec une cuillère en bois devant moi, elle était en face de moi, je disais qui oubliera, elle ne me répondait pas nous. Mais là, il se fait qu'on était dans une salle avec 200 personnes et quand j'ai dit le qui oubliera et que le public a dit pas nous, j'ai senti quelque chose qui est venu me taper sur la poitrine et me dire que j'étais à ma juste place et que j'allais peut-être pouvoir, je ne le savais pas encore à ce moment-là, mais que j'allais opérer un tournant et que j'allais entrer dans quelque chose d'artistique. Mais donc, c'est un moment inoubliable. Merci, Lisette Lombé. C'est le monsieur Thomas Plettendorf qui a demandé, on n'a pas compris le titre du livre de Lisette Lombé. Vous le répétez? Oui, c'était le livre qui vous a le plus inspiré. Oui, parmi les livres, en tout cas, c'est Bell Hooks, L'art de transgresser. Je l'ai remis, mais c'est vrai que j'ai répondu en privé, en fait, dans le chat. Et je croyais l'avoir, je vais le copier-coller, je vais le remettre. Oui, bien sûr. Parfait. Bell Hooks, L'art de transgresser. La magie. Une autre question. Peut-être une autre question pour vous, Lisette Lombé. Ce serait, selon vous, quelle est l'influence d'Amanda Gorman pour le slam en général et pour le féminisme? Donc, Amanda Gorman qui était présente à l'investiture de Joe Biden. Alors, c'est une question très complexe parce qu'il y a le débat qui agite beaucoup les sphères. En fait, moi, je suis à la fois dans le littéraire, dans le poétique, mais je suis aussi à la fois dans des sphères militantes. Et il y a beaucoup d'échos, c'est complexe. Alors, moi, je vais répondre à titre individuel
et pas voilà. Pour moi, c'est important qu'elle ait été à cet endroit-là, même si on peut se poser des questions sur ce qu'on entend, c'est-à-dire comment la parole poétique peut être entre guillemets récupérée ou instrumentalisée par le politique. Donc ça pose quand même cette question-là. Mais néanmoins, en termes de visibilité, en termes de symbolique, c'est important. Et puis son texte, moi, ce que je retiens de son texte, c'est que c'est... Donc moi, je ne suis pas sur la technicité, je ne suis pas sur... je suis sur le moment. En slam, on parle de moment, c'est-à-dire ça ne va plus à jamais arriver, le fait qu'elle était là, ce jour-là, avec ces personnes-là, et nous l'écoutant. Et pour moi, c'est venu me mettre comme un énorme soleil, parce qu'on avait été habitué avec Trump c'est au niveau du langage utilisé, un langage qui divise, un langage qui stigmatise, quelque chose à l'emporte-pièce, quelque chose parfois au ras des pâquerettes, quelque chose. Et là, tout d'un coup, on a un discours qu'on n'aime pas, cette forme de poésie, quelque chose qui est de l'ordre quand même, qui vient nous toucher quelque part, qui nous rappelle aussi notre humanité, qui rassemble, qui élève, quelque chose de beau. Et je trouve qu'à un moment donné, symboliquement, ce moment-là, il était fort. Merci à Lisette Lombé. Mathilde, vous voulez poser cette question aussi à Emily Boom ou à Louise Dupré? Oui, éventuellement, vous pouvez nous dire aussi votre avis sur le sujet. Est-ce que je vais prendre la parole? Alors, je suis tout à fait d'accord avec Lisette Lombé. Donc, je ne veux pas répéter tout ce qu'elle a dit. C'était très beau d'ailleurs. Je crois que les poètes et les écrivains doivent être sur la place publique. Ils doivent prendre leur place. Ils doivent assumer une parole publique. Alors, j'étais tout à fait d'accord avec le fait que Mme Gorman soit invitée à pas l'inauguration, je cherche le mot, à l'investiture. À l'investiture. Merci Mathilde. Alors, et j'étais très heureuse compte tenu que pendant 4 ans, avec M. Trump, on n'avait pas été habitué à voir des poètes dans les investitures ou lors d'assemblées publiques. Alors, ça a été pour nous, parce qu'on est très près des États-Unis, ce sont nos voisins, ça a été un grand vent de fraîcheur. On avait tous et toutes un grand sourire. Merci, Louise Dupré. Emily Boom. Oui, voilà, je pense que tout a été dit. Je n'ai pas grand-chose à ajouter. La poésie est politique, la littérature est politique, évidemment. Quand on prend la parole comme ça devant un public, c'est politique. Et c'est ce qu'elle a dit, c'est ce qu'elle a fait. Et ça venait en contradiction avec des années de marasme et des années d'absence totale de poésie. Et c'est vrai qu'après, politiquement, ça ne veut pas dire que les États-Unis se comporteront mieux ou quoi que ce soit. Ça, on est sur autre chose. Mais ce qui a été dit, le moment, comme a dit Lisette, avait quelque chose de fort et de rafraîchissant. Merci, Emily Boom. Alors, il y a une question à tout. Écrivez-vous à la main, sur papier ou sur ordinateur? Lisez-vous sur papier ou sur ordinateur? Voulez-vous commencer, Louise Dupré, s'il vous plaît? J'ai écrit longtemps sur du papier et je suis passée à l'ordinateur. Maintenant, je ne me vois pas écrire si je n'ai pas de clavier. C'est devenu naturel pour moi et on peut faire toutes sortes de changements. On peut chercher dans le dictionnaire en même temps qu'on écrit. On peut garder tous les brouillons. Alors, c'est sûr que pour les universitaires qui s'intéressent aux manuscrits, c'est une perte, mais je crois que pour les écrivains, c'est un gain. Merci à Louise Dupré. Lisette Lombé,
Écrivez-vous à la main sur papier ou sur ordinateur? Lisez-vous sur papier ou sur ordinateur? Excusez-moi, peut-être qu'on peut rajouter, peut-être qu'on peut rajouter à cette question une autre question qui a été posée un peu plus tôt et qui est, avez-vous vécu le fameux phénomène de la page blanche, puisque c'est aussi un phénomène d'écriture, donc on peut peut-être rajouter cette question aussi. Oui, alors la lecture sur papier, l'écriture, comme Louise, en fait, je suis passée à l'ordinateur aussi. J'ai découvert avec grande joie la possibilité de revenir en arrière, d'enlever des choses. Voilà, je suis aussi à l'ordinateur, mais longtemps sur papier, mais je garde mes calepins pour les idées. Quand je prends le train ou voilà, que je voyage, je garde mon calepin pour les brouillons. Et pour la page blanche, pas vraiment. Je me suis mis comment dire, c'est comme des strates, c'est comme du terreau, donc je me suis réconciliée avec ça, je me suis donné des petits rendez-vous quotidiens d'écriture, avec des jaillissements à l'aube ou au moment du coucher, surtout quand on baisse la garde, ça sort, je ne réfléchis pas si c'est beau ou pas, mais en tout cas, je garde ça, donc du coup, ça me fait de la matière. Voilà, et le fait de devoir écrire pour des magazines, des choses avec des deadlines, ça aussi, ça m'a permis comment dire, de discipliner et en même temps de dilater mon écriture. Et donc, en fait, non, j'écris tous les jours sans cette angoisse. J'ai plutôt peur, moi, l'angoisse, c'est moins dans l'écriture que dans la réception. Donc, comme je saute souvent des thématiques ou des endroits très différents, par exemple, là, si je veux écrire quelque chose en jeunesse ou si je veux passer du recueil au roman, j'ai plutôt peur de ça, de ne pas être à la hauteur de ce nouvel endroit. Et voilà, c'est cette peur-là. Merci à Lisette Lombé. Alors, question pour Emily Boom. Avez-vous, une question de la Madame Sarah Loki, avez-vous vécu le fameux phénomène de la page blanche? J'ai une drôle d'expérience aussi de ça. Ça m'est arrivé, mais après, je me suis rendu compte au fur et à mesure que j'écris que d'abord, plus tu écris. Ça a l'air bête, mais c'est comme ça. Si tu te mets tous les jours devant ton ordinateur ou si tu poses des temps d'écriture, eh bien, ça se déclenche d'une certaine façon. Et par contre, ce qui m'est arrivé, c'est de bloquer. Effectivement, c'est la page blanche, mais ça m'est arrivé aussi, et là, en interrogeant cette chose-là, je me dis, à quel moment est-ce que je m'autorise à écrire ce que je veux écrire là? Quand ça se bloque, en général, c'est que quelque part, je suis en train il y a quelque chose en moi qui freine ce que je veux dire. Et il faut interroger ça. Il faut interroger à ce moment-là de ma vie, de mon écriture, est-ce que je peux écrire ce que j'ai à dire? C'est ça que signifie pour moi la page blanche. Est-ce que oui ou non, je m'autorise ça? Et ça, je dois le démêler, trouver le nœud pour pouvoir continuer à écrire ou passer à autre chose ou réfléchir autrement ou changer mon intrigue. Voilà. Très belle réponse. Merci Emily Boom. Merci à vous trois. À ce stade, c'est 20h25. À ce stade, je tiens à remercier nos invités, les auteurs Emily Boom, Lisette Lombé et Louise Dupré. Merci beaucoup pour votre temps avec nous. Et un grand merci à l'Institut français et à tous les partenaires de la coopération ce soir. C'est maintenant l'heure de la vidéo finale de notre soirée sur la francophonie. Il vient de la mère patrie de la langue française, de la France. Au revoir et restez en bonne santé. Merci. Merci. Merci, au revoir.